là. Tu as la lancée. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 novembre, jeudi bien sûr. Vous êtes dans votre émission d'information. L'actualité est en débat, il m'a pris par surprise. Eh bien, nous sommes avec Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Eladj Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement, comme ils aiment le dire. Eladj, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. Et pour te dire merci, c'est vrai, je crois que vous n'avez pas tort. C'est 250 francs seulement. Je crois que c'est la seule chose que les Togolais et nos lecteurs peuvent faire pour nous faire plaisir. Pour vous permettre de paraître surtout dans ce moment difficile, à part les petits partenaires qui nous font également confiance. Et puis je voudrais profiter de l'occasion pour leur dire un grand merci. Un grand merci. Continuez pas à nous soutenir parce que ce n'est pas facile. Nous aussi, nous avons quelque chose à apporter dans la conscience de notre nation. C'est le peu que nous faisons. Et puis pour qu'on puisse continuer par le faire, je pense qu'il faut aller acheter le Messager, il faut aller acheter Mania Libéré et au prix de 250 francs seulement. Merci de nous taquiner quand on devait lancer l'émission. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de U47 et aux aimables téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Vous n'allez pas oublier ça. Je les salue. Nous sommes en novembre, que ce soit un bon mois de novembre pour tout le monde. Je rappelle que c'est le deuxième numéro de cette émission, de ce mois de novembre, bien sûr. Nous allons débuter cette émission avec un fait divers. Nous l'avons évoqué la dernière fois à la rentrée scolaire. Il y a la rentrée depuis un certain moment, mais ce que nous constatons en cette période de rentrée, surtout aujourd'hui, jeudi, à partir de demain, vous allez les voir, ce sont des élèves qui s'en vont louer des véhicules et qui font la fête le week-end avec leurs amis. Chaboré, à qui la faute? Oui, Anita, moi je la sais... maison pour vous dire que papa, je vais à l'école et dans l'après-midi, vous le retrouvez peut-être dans les rues au volant d'un véhicule à vive allure. Oui, avant de répondre à cette question, je ne sais pas si on peut parler actuellement de rentrée scolaire parce que la rentrée scolaire a été effective depuis c'est pourquoi j'ai dit il y a quelques temps. Et bientôt, dans un mois et demi comme ça, les gens vont aller en congé. Bon, c'est vrai que le sujet soit venu. Je pense que ce sujet, il est là depuis des années. Ce n'est pas maintenant, il faut le dire, où les élèves vont pour louer les voitures en pleine semaine de classe et le soir ou bien dans la foulée, vous les retrouvez soit à la plage, soit dans les rues en train de pavaner avec, bien sûr, leurs conjointes et leurs conjoints, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que cela relève de la responsabilité aussi bien des élèves que non des enseignants que des parents d'élèves que nous sommes. Je pense que nous l'avions une fois dit ici. Je pense que lorsque votre enfant quitte à la maison, d'abord quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous savez ce que vous voulez pour cet enfant. Et il faut faire en sorte que au fur et à mesure que les années passent et que l'enfant commence par prendre conscience de ce pourquoi il a été envoyé à l'école, continuez par lui prodiguer des conseils et faire en sorte qu'il soit conscient que ce que je fais, je suis en train de faire ça pour moi et non pour autrui. Je pense que la première éducation, ça doit commencer par la maison. Parce que l'enfant ne quitte pas du jour au lendemain, on ne met pas l'enfant au monde et on l'envoie directement à l'école. L'enfant fait un certain nombre d'âges avant qu'on lui permette, 4 ans avant qu'on lui permette d'accéder. Donc l'éducation commence à partir de la maison. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, comme je le disais tantôt, et que à un moment donné, l'enfant commence par prendre de l'âge, l'enfant commence par être conscient, déjà à partir de la 6e et autres, je pense qu'il y a une certaine responsabilité. Il faut accentuer l'éducation et commencer par lui donner des conseils qui vont lui permettre de ne pas se lancer dans ce genre de choses que nous sommes en train de dire. Il faut absolument suivre. Il y a un système qui a été mis en place dans les écoles, dans les établissements, pour que les parents d'élèves
puisse quand même avoir accès aux informations sur les enfants. Et ce système... Est-ce que c'est dans tous les établissements? Je n'en sais rien, mais je pense que ce système, les parents d'élèves doivent quand même se l'approprier. C'est important. Je pense que c'est la seule manière de nous permettre de suivre nos enfants. C'est vrai, en début, j'accusais en partie les enseignants, parce qu'au niveau de l'école, au niveau des établissements, il y a également les chefs d'établissement et les responsables qui prennent des dispositions pour que les enfants ne sortent pas de la classe à n'importe quand et n'importe comment. Ça aussi, ça doit être veillé de près. Donc voilà à peu près ce que je peux dire, parce qu'il y a certains enfants qui entraînent d'autres enfants dans ce genre de pratique, dans ce genre de comportement. Et si votre enfant a la conscience très fragile, il se laisse aller. Donc, moi, je pense que le phénomène, il est là. Ce n'est même pas aujourd'hui le phénomène là depuis longtemps. Il faudrait corriger ça ou bien. C'est ce que je dis. Qu'on finisse. Oui. Vous voyez des accidents partout et on se dit que c'est des enfants, d'autres qui meurent. Il y a des cas récemment où à la plage, à la dernière fois, les enfants ont quitté, je crois c'était le dimanche, ils sont partis à la plage et hors de Lomé et ils ne sont plus revenus. Malheureusement, ils ont perdu la vie. On ne sait pas si ces enfants-là, en allant là-bas, ils ont averti leurs parents ou pas, mais malheureusement, la conséquence, elle est là, c'est qu'ils ont laissé leur vie. Je pense que par rapport à ce que vous dites qu'il faut le corriger, c'est ce que je dis, c'est à nous, les parents d'élèves d'abord. Moi, je le dis, nous devons suivre de près nos enfants. À 90%, je pense que la responsabilité revient aux parents d'élèves. Et après, on verra ce que les chefs d'établissement et les établissements, les enseignants ont comme responsabilité. Abbas, votre enfant qui quitte la maison pour l'école en tenue, et à 17h peut-être, vous le retrouvez dans une voiture là, au volant, à vive allure. Ouais, c'est votre faute ou la faute aux enseignants? Le parent assume ses responsabilités. Je veux que mon enfant réussisse, c'est pour cela que je l'ai amené à l'école. Et j'ai payé le collage, pour ça, les frais de scolarité, pour qu'il aille de l'avant. Or, souvent, les enfants dont tu parles, ce sont des enfants qui sont majeurs. C'est des enfants de 18 jusqu'à 25 ans. Ce qui veut dire que ces enfants devraient être... Les enfants du collège, lycée... 14, 15... 14, non, mais 17. tu ne peux pas avoir un enfant de 14 ans comme ça, aller être dans le véhicule conduit. Mais c'est des enfants de 18 ans, 19 à 25 ans qui conduisent. Ce qui veut dire qu'ils sont responsables. S'ils sont conscients de ce pourquoi leurs parents les ont envoyés à l'école, ils ne vont pas chercher à faire ça. Parce que maintenant, quand tu vois avec les sacs qu'ils portent, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, quand ils sortent de la maison, ils ont d'autres habits dans les sacs. Et lorsqu'ils sortent en même temps, ils ne vont pas à l'école, ils se changent en cours de route et ils prennent d'autres directions. L'inconscience a gagné les enfants de telle sorte que, et l'incivisme également, de telle sorte que ça ne respecte personne. Puisque ce sont ces enfants-là qui nourrissent même les enseignants, qui donnent de l'argent aux enseignants à l'école. Comment est-ce que les enseignants peuvent les encadrer? Ces enfants arrivent, il dit Chicha, Bamia, on est. Donc, le Chicha le suit, ils vont prendre quelque chose, le Chicha ne peut même plus. Est-ce que le Chicha là même est conscient? Voilà, c'est ce que je dis, c'est de là que je suis en train d'arriver, parce que le parent, lui, est responsable de ses actes. Il a inscrit son enfant à l'école pour qu'il réussisse. Mais de la maison à l'école, personne ne le suit. En principe, quand il a quitté la maison, c'est le maître qui devait le suivre, l'enseignant qui devait le suivre. L'enseignant, c'est lui-même qui est déjà corrompu par l'élève. Et l'élève va faire tout ce qu'il veut sans que l'enseignant le réagisse. Et plus tard, toi, tu retrouves ton enfant qui revient de l'école. Tu crois qu'il est allé à l'école alors qu'il allait faire des bêtises ailleurs. Donc, ce problème-là, il faudrait qu'on revoie ça au niveau des enseignants et que la sensibilisation puisse aller au niveau des enseignants. La plus grande des responsabilités, c'est au niveau des enseignants. Le parent a tout beau faire pour conseiller son enfant. Mais qui a donné autant d'argent à l'enfant? Non, c'est là que je voulais en venir. J'ai dit, quand ces enfants-là vont louer des véhicules, vous n'êtes pas sans savoir que pour louer un véhicule, peut-être c'est dans l'ordre de 25 à 30 000 francs par jour. 20, 25 000, ça dépend du véhicule. Ça dépend du véhicule. Mais quand l'enfant sort et avec cet argent-là pour aller louer, il doit manger dedans,
Ce qui veut dire qu'il doit rassembler peut-être plus de 100 000 francs parce qu'ils vont faire la Java. Il a trouvé cet argent-là où? L'argent là qu'il donne à l'enseignant, l'enseignant va lui demander, qui a trouvé cet argent là où? Ça ne se demande pas. Parce que l'enseignant veut faire, parce que le papa lui va donner le minimum qu'il a pour aider l'enfant à aller. Maintenant, il faut chercher d'où l'enfant a de l'argent pour aller se prendre un véhicule, se louer un véhicule et se pavaner à vive allure. Et quand tu le vois, c'est des enfants qui conduisent sans aucune conscience. Ils conduisent à l'agimafoutisme et c'est eux qui violent les feux, qui font n'importe quoi sur la belle vie. Et quand vous voulez parler, ce sont ces gens-là qui vont. C'est ça, il dit. Quand toi tu étais à l'école, est-ce que tu savais même conduire la moto? Les enfants là qui sont allés. De vélo d'abord. Les enfants là qui sont allés mourir à jour, et c'est comme ça, c'était un week-end qu'ils sont allés. Ils sont partis le vendredi. Et c'est le vendredi là qu'ils ont été noyés. Parce qu'ils ont pris. Il y a un qui a une nouvelle moto. Il a acheté ça, ça nous fait peur 2 jours, il a immatriculé. Et le second, ils disent qu'ils vont le faire. C'est tellement qu'ils ont l'habitude de le faire. Et ils sont allés. Moi, je les connais très bien. Les deux je les connais très bien, qui sont décédés là, je les connais très bien. C'est un enfant, l'autre qui est tombé, qui est aux éléphantos. Tu vois que c'est dans les écoles privées souvent que ça se voit. Lui, il fréquente au collège les éléphantos, les deux mêmes. Donc l'autre, c'est un certain Tchakondo, je dis Tchakondo, Tchakorom, le fils de... Heureusement que c'est pas Tchabouré. Non, c'est Tchakorom, le petit frère du journaliste Tis Tchakorom, le fils de son petit frère. Donc c'est eux qui sont allés et l'autre voulait faire, puisqu'ils ont l'habitude de faire ça, ils sortent sans contrôle. C'est que quand ils veulent sortir, ils sont là, ils trompent leurs parents. Que même avant de sortir, ils ne disent rien à leurs parents, c'est après que le parent va venir demander. Mais comment un enfant peut sortir de la maison sans rien dire? Mais il y a souvent ces enfants-là qui ne sont pas bien encadrés. La personne sort, l'enfant sort, personne ne l'écoute, ne le regarde, il s'en va, c'est tout comme il allait s'amuser quelque part et revenir. Abbas a relevé quelque chose de très important sur lequel je voudrais qu'on s'appesantisse. C'est vrai que sur un aspect, je ne suis pas d'accord avec lui. Là où il a fait la remarque selon laquelle c'est souvent dans les écoles privées que le phénomène est plus répandu. Je pense qu'il n'a pas menti. Quand vous allez regarder, c'est souvent dans les écoles privées que ces élèves ont la latitude de faire ce qu'ils veulent. Et il a dit quelque chose. Quand les élèves ont les moyens financiers d'aller corrompre, ou bien d'aller soudoyer l'enseignant ou le surveillant qui se permet, ou l'enseignant qui se permet de laisser l'enfant aller, tout simplement parce qu'il a eu accès à l'argent ou à une somme, c'est dans une école privée que cela peut se passer. Dans la plus grande partie des cas, c'est dans les écoles privées. Et ça, il faudrait, parce qu'il y a une association des parents d'élèves qui gère ces écoles privées, il va falloir que cette association puisse prendre son bâton de pèlerin, faire des actions. Mais pas des actions seulement au niveau des écoles. Convoquer les parents d'élèves et chaque fois travailler avec les parents d'élèves. C'est en cela, je vais chuter pour dire que je ne suis pas peut-être d'accord avec mon confrère lorsqu'il dit qu'à 90% la responsabilité est comme aux enseignants. L'enseignant peut dire que lui, il exerce des activités pédagogiques. C'est pour cela qu'il a été recruté. Il n'a rien à foutre avec l'éducation de l'enfant. C'est vrai qu'en partie, le fait quand même de leur inculquer l'enseignement, ça fait partie de l'éducation. Mais je pense que c'est nous, parents d'élèves, c'est nous qui avons mis nos enfants à l'école. C'est nous qui avons mis nos enfants au monde. Je pense qu'il faut un système pour pouvoir contrôler nos enfants depuis la maison jusqu'à l'école. À l'école, c'est l'activité pédagogique. On va leur inculquer l'éducation. Et comment dirais-je, comment on appelle l'éducation civile, enseignante. C'est ça. Mais au niveau de la maison, la question qui est fondamentale et nous nous sommes posés et qui mérite d'être débattue, où les enfants trouvent-ils de l'argent pour aller louer là
le parent doit s'interroger. Ce n'est pas l'enseignant de s'interroger. C'est au parent de s'interroger. C'est moi qui ai mis mon enfant à l'école, c'est moi qui l'ai mis au monde. Et que quand il sort... Est-ce que ces parents-là suivent ces enfants? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je dis que les responsabilités incombent à nos parents, 90%. Moi, je donne par exemple 200 francs ou bien 100 francs à mon enfant d'aller à l'école. Ou bien, supposons qu'il est au CG, je lui remets 500 francs pour aller à l'école. Et après, on vient me dire que mon fils est allé louer une voiture de 25 000 francs pour faire ce qu'il veut en laissant les cours. Mais je dois me poser des questions. Moi, je pense que la responsabilité, c'est nous, les parents d'élèves. La plus grande partie, nous, les parents d'élèves, on doit suivre nos enfants. Savoir qu'est-ce qu'ils font à la maison, savoir qu'est-ce qu'ils font à l'école. Comment est-ce qu'un enfant peut venir, prendre son truc, arrive de l'école, il laisse son sac et il sort sans avertir son papa ni sa maman? Justement, c'est la question que... Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, ça ne se passe pas. Ce n'est pas possible. Oui, je voulais... Parce que là, il dit que la responsabilité, c'est aux parents. Aujourd'hui, les choses évoluent. C'est pour ça que j'ai parlé de l'encadrement de la maison. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, c'est à la fois à la maison et à l'école. Et l'école est plus à 90% dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes ici. Est-ce que nous savons ce que nos enfants font à l'école? Les enfants, vous avez dit, donnez-leur l'argent, ils sont allés. Actuellement, nous sommes ici. Est-ce que nous savons si nos enfants sont dans la classe ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de communication entre parents d'élèves et enseignants? Celui qui doit savoir que l'enfant est en classe, parce que c'est pour cela qu'on dit qu'on fait appel pour voir les absents et les choses. Et si la personne n'est pas là, on va lui demander pourquoi tu es absent. On fait des appels, on regarde les choses. Mais si, aujourd'hui, parce que là, j'ai dit, à chaque fois, nous sommes ici, le problème se pose actuellement si quelque chose se passe à l'école. C'est la responsabilité de qui? C'est l'enseignant qui est chargé d'éduquer ton enfant. C'est lui. Moi, les choses se passent à chose. Oui, laissez-lui le temps d'intervenir. Même si tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es ici, tu ne sais pas ce que tes enfants sont en train de faire. Oui, ça est-ce qu'ils ont été 90%, au moins pas 90%. Non, laissez-le terminer. Pas 90%, parce que là, je dis, il y a deux systèmes d'éducation, celle de la maison et celle de l'école. Si tu sais que tu vas éduquer seul ton enfant, il ne faut pas l'envoyer à l'école. Si l'envoyer à l'école, tu l'as mis sous la responsabilité de quelqu'un. Et la responsabilité de ceux-là, si quelque chose lui arrive à l'école, c'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas toi qui es responsable. Donc, si c'est après les classes. Si c'est après les classes, c'est toi. Après les classes, c'est qu'il est arrivé, c'est qu'il n'est pas dans les mains de l'établissement. S'il arrive chez toi à la maison et que tu le laisses sortir, bien tu ne le contrôles pas, là, il n'est pas dans le cadre de l'éducation. Il est à la maison. Là, tu es responsable de son éducation. S'il sort sans te dire, il revient, tu le corriges. Tu es parti où ça rien me dire. Et jusqu'à ce que ça t'arrive. Mais si c'est dans l'établissement, entre la maison et l'établissement, tu ne suis pas ton enfant, tu ne l'amènes pas à l'école. Même si tu l'amènes à l'école, tu reviens à la maison, tu vas au service. La maman aussi va au service ou la maman est à la maison. Et celui qui s'occupe de l'enseignement, de l'éducation de l'enfant, c'est à l'école. Pourquoi tu l'as mis à l'école? C'est parce que tu as confiance aux enseignants ou à l'établissement que vous avez la taupe de conduire mon enfant dans de bonnes conditions, de l'éduquer, l'éducation civique. Tout ça, tout ce que moi je ne peux pas faire à la maison, je la mets chez vous, vous le faites. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, parce que c'est dans les clauses de l'éducation, s'il y a un problème qui arrive, pendant les classes, c'est que c'est l'école qui est responsable. Si c'est à la maison, vous êtes responsable, c'est là que vous n'avez pas éduqué. C'est pour ça qu'il dit que c'est 50-50. 50-50, ce n'est pas 90-10 comme le pense Tchabouré. Non, je crois qu'il faut qu'on fasse des choses, et il faut qu'on dise des choses clairement. C'est moi qui ai mis mon enfant à l'école. C'est moi qui ai mis mon enfant. Tu ne le suis pas à l'école. Attends, Abbas, laissez-le. Abbas, c'est moi qui ai mis mon enfant à l'école. C'est moi qui ai mis mon enfant au monde. Ce n'est pas l'enseignant. Si je l'envoie à l'école, je veux que mon enfant évolue. Je veux que mon enfant aille à l'école pour quelque chose de demain. L'enfant n'appartient pas à l'enseignant, ni à l'établissement. Donc, c'est vrai,
C'est pourquoi je dis que la grande partie de la responsabilité nous incombe. On ne peut pas me dire que les 50%, c'est pour l'enseignant. L'enseignant n'a pas mis l'enfant au monde. L'enseignant est là pour lui inculquer l'enseignement pédagogique. C'est ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ailleurs, dans d'autres pays, on appelle les enseignants pour venir à la maison pour enseigner les gens. Les enfants ne vont pas à l'école. Mais c'est à la maison, on vient leur enseigner. Si quelque chose arrive, la responsabilité est comme à qui? Ça, c'est un autre débat. Tu comprends? Non. À la maison, là, c'est toi. C'est ça, il dit. C'est pour te dire. À l'école, c'est autre chose. C'est pour te dire que il n'y a même pas Abbas, parce que tu ne suis pas ton enfant. Attendez, donnez-lui quelques secondes. Non, c'est pour je suis dire. pas d'accord avec toi. Attends, les téléspectateurs nous suivent et que je ne suis pas sûr que quelqu'un va cautionner le fait d'avoir mis l'enfant au monde, de l'avoir amené à l'école et de rejeter la responsabilité sur l'enseignant, que c'est l'enseignant doit avoir 50% de responsabilité si quelque chose arrive à l'enfant. Mais l'enfant est éduqué par qui? temps avec les enseignants. Attends, je suis d'accord. C'est pourquoi je disais quelque chose. Je ne sais pas si vous avez suivi mon chemin. Je dis près de 80 à 90%, la responsabilité de tout ce qui arrive, c'est nous, les parents d'élèves. Comment toi tu peux mettre un enfant au monde et tu ne lui inculques pas l'éducation qu'il faut? Pourquoi? Alors, selon vous, c'est le manque d'éducation qui conduit ça commence, c'est là-bas ça commence. C'est là-bas ça commence avant d'arriver à l'école. C'est à la maison ça commence. Tu mets un enfant au monde, tu sors, tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut. Mais quand l'enfant va grandir, ou bien quand l'enfant va arriver à l'école, l'enfant va faire ce qu'il veut. Et encore, on a dit quelque chose d'important. L'enfant est capable d'avoir les moyens pour aller corrompre l'élève. Pour l'enseignant plutôt. Et l'enseignant plutôt. Tu sors, tu remets 10 000 francs à ton enfant, 20 000 francs à ton enfant, ou bien tu laisses l'argent là où tu veux. L'enfant voit, il pique. L'éducation, la responsabilité après du 90%, c'est nous les enfants. Je ne dis pas qu'au niveau de l'école, ils n'ont pas de responsabilité. C'est pourquoi j'ai parlé de 90% à l'école. Les 10% restants, je pense que l'établissement, les enseignants doivent s'en occuper. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un système de suivi. Toi, le parent d'élève, tu es à la maison, il faut quand même qu'il y ait un cordon pour que tu puisses savoir si mon enfant est à l'école ou pas. Est-ce que mon enfant, à ce moment-là, mon enfant est à l'école? Il faut quand même qu'on puisse le savoir. C'est important. En tout cas, moi, je le fais. Alors, chers téléspectateurs, voilà le sujet. Donc, le débat est intéressant. Parce que moi, je ne suis pas d'accord sur tout ce qui a été dit. Oui, on va revenir. On va ajouter quelque chose. Oui, parce que pour donner même un tu vas appuyer ou bien tu vas ajouter? Non, je vais ajouter. Je vais préciser certaines choses. Parce que là, je sais que c'est moi qui ai mis au monde un enfant. Oui. Je l'amène quelque part pour être éduqué. Très souvent, vous allez voir des parents qui mettent au monde, mais qui ne sont pas disponibles. Vous voyez, l'éducation... Il les envoie en internat, ça c'est autre chose carrément. Oui, c'est ça, c'est autre chose si quelqu'un... Il veut ajouter quelque chose. Voilà, il va appuyer. Quelque chose lui arrive à l'internat, tu l'envoies à l'internat parce qu'il ne doit pas subir quelque chose de chez toi. L'exemple que je vais donner, vous voyez, par rapport à la responsabilité des parents, il a évoqué quelque chose tout à l'heure pour dire, si tu laisses ton argent, que l'enfant voit que tu as laissé ça ici, et autres, l'enfant puisse pour aller. Et c'est dans ça que l'enfant va donner de l'argent aux enseignants. Vous savez que maintenant, il y a des réseaux au niveau de ces enfants-là, les filles comme garçons, les élèves, ils s'organisent à des heures creuses, ils sortent, c'est pour aller fumer la chicha, pour aller prendre de la drogue, et quand ils reviennent en classe, c'est la bagarre entre eux et les enseignants. C'est ça, c'est la responsabilité des enseignants en ce moment. Comment se fait-il que l'enfant est à l'école? Moi, je ne suis pas là pour le surveiller dans la salle de classe. Le surveillant est où? Le surveillant est là. Le directeur est où? Et puis là, celui-là qui est enseignant, c'est-à-dire il y a plusieurs, si c'est dans un lycée ou collège, il y a des enseignants qui défilent. Et là, la responsabilité, ça revient au surveillant de vérifier si tout le monde est présent. Je suis d'accord avec toi. Et l'enseignant qui arrive pour faire son cours, son ordre de cours, il doit faire appel, vérifier pourquoi telle personne n'est pas là. Voilà. Parce que là c'est l'éducation qui suit.
Mais à la maison, tu me rejoins. À la maison, l'éducation qui est en train d'être donnée, c'est à toi de dire à ton enfant qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, ne volez pas. Arriver à l'école, il faut te tenir tranquille. Il faut être responsable de tes actes. Mais ne va pas commettre des actes qui sont délictueux et qui vont compromettre ton avenir. Tu le fais, c'est que ça fait toi. Moi, j'ai payé ta scolarité pour que tu réussisses dans la vie. Tu vas voir des écoles où maintenant, c'est 800 000 francs par an pour la formation. Quand on parle des écoles privées, c'est là parce que les enfants croient que leurs parents ont de l'argent, c'est pour cela qu'ils sont là à aller les inscrire à 800 000 ou à 1 million par an. Parce qu'ils croient, mais c'est parce qu'ils voient que le parent. Dans une école à Zangra là-bas, un petit enfant de ce 1 est venu avec de l'argent. Ce 1. Les chichas, ce 1. Il doit avoir 7 ou 8 ans. 7-8 ans. Les enseignants, son enseignant, parce que la manière dont il donnait de l'argent aux autres, il les achetait à manger. Le maître a soupçonné quelque chose. Quand on l'a fouillé, on a retrouvé 300 000 francs sur lui. Il a acheté les portables aux enfants, à ses amis, enfants. En même temps, quand ça s'est passé, l'école a convoqué les parents et on a radié l'enfant là de cet établissement. Ça se passe dans l'école de mes enfants. Et l'enfant était dans la même classe avec mon fils. Et c'est ça que c'est mon fils qui est venu me dire. Même il y a un ami qui a mis ses enfants aussi dans cette école. Quand il a appris ça, il a fait retirer ses enfants immédiatement parce que là-bas, on n'éduque pas bien les enfants. On n'éduque pas les enfants. Et il a fait retirer ces enfants-là de cet établissement pour aller les inscrire quelque part. Abbas, tu as vu que les enseignants ont assumé leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités, mais quand ils ont vu en même temps, rapidement. Tu as vu le second cas, le fait que le parent d'élève revienne retirer ses enfants parce qu'il estime que s'il y a un mauvais exemple dans cet établissement, voilà la responsabilité. La question que nous devons nous poser, combien de temps nos enfants restent avec nous et restent avec les enseignants à l'école dans l'année? Combien de temps? Faisons les calculs et vous allez voir que la majeure partie du temps, les enfants sont avec nous. Les enfants sont avec nous. Les enfants restent avec nous 3 mois. Les enfants restent avec les enseignants pendant 9 mois. Non, ce que je dis, tu ne comprends pas. Attendez. Il y a les congés. N'oublie pas, les congés, les vacances. Et après, les vacances, là, quand ils reviennent, les vacances, là, vous les envoyez quelque part. Ne fais pas les calculs de cette façon. Parce que quand ils sont en congé, les enfants sont avec nous à la maison. Quand ils reviennent de l'école, ils sont avec nous à la maison. Je crois que, franchement, le problème est très important, que même si on pouvait prendre toute l'heure pour discuter de ça, attirer l'attention aussi bien des parents d'élèves que des enseignants, ça va être bien. Je crois qu'il faut organiser, un débat autour de ce thème. Vous allez voir s'il y a possibilité d'inviter. Parce qu'il y a des parents d'élèves, il y a la société des parents d'élèves du secteur du privé, il y a le responsable qui est là. Si vous pouvez faire cette initiative et nous inviter ici pour qu'on vienne faire un débat là-dessus. Parce que c'est très important. Ce qui est capital et ce qui est important, je l'ai dit, c'est que, Abbas l'a relevé également, c'est dans les écoles privées que ces genres de pratiques sont récurrentes. La question de se demander pourquoi. Certains établissements publics aussi. J'ai dit la plupart du temps. La plupart du temps. Oui. Alors, chers téléspectateurs, ce thème était lancé depuis mardi. Alors, si vous avez des réactions, vous pouvez intervenir sur nos différents canaux. Vous avez notre page Facebook, vous avez la page YouTube et également sur notre numéro, le 93 49 45 45. Vous laissez un message, vous laissez des messages et on va les lire peut-être mardi prochain ou jeudi. Nous restons toujours dans le monde de l'éducation, cette fois-ci avec la grève des enseignants. Vous l'avez suivi hier sur nos antennes. Nous avons fait le tour de certains établissements et dans ces établissements, la grève, elle n'était pas suivie comme on l'avait imaginé. Mais là, dans la soirée, il y a la FAISEN qui a fait circuler une note disant que
la grève était bien suivie. C'est vrai que le Togo ne se limite pas seulement à Lomé où nous avons eu à faire des tours. Abbas, en tant que journaliste, vous avez également des correspondants dans des régions. La grève, elle était suivie selon vous? C'est un peu chose aléatoire. Chacun va tirer le drap de son côté. Puisque pour ceux-là qui ont lancé la grève, même c'est une façon de dire qu'ils ont réussi. C'est une arme. Même si ce n'est pas suivi, ça a été suivi. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines écoles qui ont fait normalement les cours et d'autres où les anciens étaient pas allés. Donc, on ne peut pas prendre une ou deux écoles où la grève a été suivie pour dire que ça, dans l'ensemble, ça a été suivi. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être suivi, de ne pas être suivi. Il faudrait que les uns et les autres s'entendent pour ne pas perturber l'année. Ça fait au moins 2 ou 3 années que l'école a été normalement dans de bonnes conditions. En fait, on n'a pas eu de problème. À part la Covid qui a bousculé notre année. Même la Covid a bousculé, ça a été dans les normes. Mais aujourd'hui que ça reprend, les gens réclament quand ils ont dit parler on leur a fait des promesses. C'est une prime, ils parlent d'une prime. Une prime. On ne peut pas partir d'une prime, saboter, faire de telle sorte que les parents qui ont mis leurs enfants à l'école pour qu'ils aillent et qu'on perturbe cette année scolaire, je pense qu'il faudrait que comme les ministres, entre-temps on les a appelés pour dire venons, on va s'asseoir pour discuter. Et en principe, c'est aujourd'hui, le jeudi, c'est l'après-midi d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils doivent s'asseoir pour discuter. Ce n'est pas la peine d'engager un bras de fer avec le gouvernement. Là, ils avaient déjà lancé le mot d'ordre ils ont annoncé avant que le ministre n'annonce la rencontre. Quand ils l'ont fait, il y a une fédération aussi qui a dit que non. Comment on nous appelle? Pas une seule, il y a deux fédérations. Deux fédérations. Comment on dit d'aller discuter? On n'a qu'à aller discuter. Si ça ne va pas là, on revient à la base pour dire voilà ce qui a été décidé, voilà ce qui n'est pas fait. Parce que c'est des primes. Quand vous prenez maintenant les enseignants, c'est des gens qui gagnent beaucoup. Leur condition a bien été améliorée depuis quelques années. C'est pour cela que personne n'entend plus parler de la grève pour réclamation d'augmentation des salaires ou bien conditions de vie. Il y a beaucoup de primes qui leur ont été données. Primes de salissure dont ils ont demandé là. Les primes sont là, tout a été donné. Ça là, c'est des promesses. Aujourd'hui, ils se comparent aux députés. J'ai lu ils veulent gagner 1 million certainement. Donc, le problème, si on prend un enseignant d'aujourd'hui, à le comparer à l'enseignant de 2010 même là, c'est le jour et la nuit. Parce que les efforts ont été faits par le gouvernement pour que tout le monde soit à l'aise. Et que la scolarité des enfants puisse aller dans de bonnes conditions. C'est pour cela que le gouvernement a mis beaucoup de moyens. Quand vous prenez même le budget de l'éducation, le budget qu'on alloue à l'éducation, ce n'est pas par rapport à une prime qui vous a été promise. Parce qu'on a vu les médecins aussi. Il y avait une prime qui a été promise aux médecins. Entre-temps, ils ont voulu gréver, mais on les a appelés. Ils devaient discuter, ils ont discuté, et ça a été rentré dans l'ordre. Maintenant, ceux-là, ils ont écrit une lettre, et c'est à la fin qu'ils ont dit, nous allons rentrer en grève si ce n'est pas fait. C'est pour ça qu'ils dit ça, là, ça pouvait rester à discuter entre le gouvernement et les syndicats de ces enseignants-là qui veulent lancer la grève. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. Il y a certains qui ont peur. Si nous allons... Vous avez vu la sortie des deux ministres? Les deux ministres. Quand les gens suivent l'histoire, ils vont se rappeler qu'en 2001, en 1997, des enseignants ont été renvoyés pour cause de grève, alors qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de moyens comme ça pour le pays. Les enseignants ont été renvoyés et on a recruté des gens comme ça. Aujourd'hui, nous sommes même en début d'année scolaire et que même on a lancé des concours pour recruter des enseignants et vous allez vous mettre en grève. Il y a certains qui mettent ça comme une arme de guerre pour défier le gouvernement. Si vous ne faites pas ceci, là, nous allons faire cela. Mais j'ai dit, en ce moment où
tout le monde doit être conscient par rapport à la Covid et que les parents se sont débrouillés pour payer les scolarités. Je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement a dit gratuité des frais scolaires, que ça aussi, ça révèle certaines choses. On nous parle des enseignants volontaires qui sont payés avant sur les parallèles, que ces parallèles n'existent pas, que c'est ça qui leur donne des ailes pour réclamer. Si c'est ça, allez discuter de ça et le gouvernement va prendre certaines mesures pour accompagner les enseignants. Moi, ce que je ne veux pas, c'est de ne plus perturber l'année. Tout se déroule dans de bonnes conditions. Il faut qu'on aille là-bas parce que le gouvernement aussi a fait des efforts pour vous permettre de bien travailler. Et pour question de prime, vous allez mettre en difficulté l'année scolaire, l'avenir des enfants. Je pense qu'il serait mieux que les uns et les autres s'asseyent pour discuter. Ça ne va nous mêler à nulle part. Alors, Tchaboré, à moins de 24 heures avant le début de la grève, les deux ministres ont fait sortir des notes. Est-ce que ce sont ces deux notes-là qui ont dissuadé la plupart des enseignants à respecter ce mot d'ordre de grève? Bon, peut-être oui, parce que les ministres en sortant, moi je suivi un peu le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahora, qui s'est appuyé sur... Été un peu dur, hein? Justement, qui s'est appuyé sur les articles 334 et 335 du nouveau Code du travail, qui traçaient la manière dont les gens devraient s'y prendre pour pouvoir aller en grève. Et on a comme l'impression que les enseignants n'ont pas respecté quand même les termes de ces articles-là, parce qu'il s'était dit qu'avant qu'on puisse aller en grève, il y a des discussions préalables qu'il faut faire, et quand ces discussions préalables échouent, qu'il faut quand même aller en grève. Et pour aller en grève, il y a quand même une note qu'il faut envoyer à votre employeur pour pouvoir lui signifier pendant un temps donné. Et on a comme l'impression que les enseignants n'ont pas suivi ce cheminement. Et ça, parce qu'ils ont traité la grève d'illégale. Justement, et les ministres ont traité la grève d'illégale, ce qui est tout à fait normal. Bon, la question que je voudrais que nous nous posons, et je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici a quand même la réponse, c'est de savoir la prime dont il est question et autour de laquelle le débat se tourne et qui amène les enseignants à aller en grève. C'est combien? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici a le montant de cette prime. Moi, je ne l'ai pas quand même. Justement, par rapport à cette prime et par rapport à tout ce qui a été fait depuis ces dernières années pour pouvoir valoriser l'enseignant togolais, est-ce que cela valait la peine que les gens puissent menacer et aller en grève? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que lorsque vous suivez tout ce qui a entouré le changement au niveau des intrants, au niveau de tout ce qui doit favoriser l'enseignant dans notre pays, je pense que ces dernières années, le gouvernement a mis le paquet. Il ne faut pas qu'on se leurre. On ne fait pas un béni oui derrière le gouvernement, mais tout le monde sait. Et il y a d'autres secteurs même qui s'en offusquent. Il y a d'autres secteurs qui s'en offusquent, qui se disent que non, l'enseignant a été privilégié ces dernières années, le gouvernement a investi. On a publié le salaire des enseignants. Justement. De l'université, il y a d'autres qui se sont énervés. Mais il fallait ça pour que les Togolais, les populations comprennent qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens. Je ne dis pas que les enseignants n'ont pas droit de gréver ou bien n'ont pas droit de revendiquer ce qui leur revient de droit. Mais je voudrais que les gens se mettent à l'esprit la prime dont il est question par rapport à tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Ça vaut combien? Ça occupe quelle place? Et c'est en cela, moi je dis que... On vous dira que même 50 francs, c'est de l'argent. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Même si c'est un seul franc, c'est de l'argent. Mais à partir du moment où nous pouvons mettre dans la balance les efforts qui ont été faits par rapport à cette prime, et nous constatons que les efforts qui ont été faits dépassent de loin la petite prime dont il est question, je pense que la responsabilité et la bonne foi aurait voulu que les gens engagent une discussion. Vous engagez une discussion et c'est à la sortie de la discussion
que les gens peuvent envisager gréver. Sincèrement. Et le second aspect, où moi ça me fait mal, et que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens écrivent, les gens s'attaquaient aux syndicats qui ont refusé de s'associer à la grève. Moi, ça me fait mal. On traite un syndicat disant que le syndicat se limite à son secrétaire. Moi, ça me fait mal. Moi, je ne peux pas comprendre que les gens veulent une chose et son contraire. Dans notre pays, ce n'est pas bien. Ceux qui revendiquent aujourd'hui, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la démocratie. Ceux qui revendiquent, qui veulent que leur prime soit satisfaite avant qu'ils n'aillent à l'école, ceux qui rentrent en grève, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la démocratie. Ceux qui disent que nous ne voulons pas nous associer à cette grève, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la démocratie. Je ne peux pas comprendre que les Togolais veuillent une chose et son contraire. Et c'est en cela, moi, ça me fait mal. Parce que quelque chose m'arrange, j'estime que l'autre qui est contre, ou bien qui a une idée opposée à ce qui m'arrange, je le prends comme ennemi. Les gens sont libres d'adhérer à leur grève ou pas. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'ont fait les deux syndicats qui disent que nous ne nous associons pas. Nous voyons qu'il y a des discussions qui sont en cours et les efforts sont en train d'être faits, donc nous ne nous associons pas. C'est de leur droit, c'est la démocratie. Pourquoi les gens vont se mettre à les insulter? C'est ça le problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à cause d'une petite prime. On appelle ça. Vous mettez, je dis une petite prime, que les gens m'excusent, je dis 1 franc c'est de l'argent. Mais je pense que les gens, le bon sens aurait voulu que les gens entrent en discussion. Après les discussions, lorsque vous ne trouvez pas gain de cause, vous suivez le cheminement. Donc je viens d'évoquer tout à l'heure les articles 334 et 335 du nouveau code du travail qui vous donne la possibilité d'envoyer une correspondance à votre employeur pour lui signifier dans un temps donné. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais il faut qu'il s'attende à des sanctions. Et moi j'ai un peu peur. Mais les ministres ont été clairs, oui. Ils n'ont pas suivi la procédure. C'est ce qu'on appelle ça crime de gratification. La prime de gratification, on dit qu'on va vous gratifier par rapport au Covid, ce que vous êtes allé présenter pendant la maladie devant les élèves. Puisqu'on a suivi ce que s'est passé avec le ministère de la Santé, avec les agents de la santé. Mais les autres là, vous avez écrit une lettre. Vous n'avez pas lancé un préavis de grève. Préavis de grève, vous écrivez préavis de grève, vous adressez à votre ministère de tutelle pour dire que par rapport à ceci, nous allons entrer en grève. Mais dans la lettre, ils ont rappelé certaines choses. C'est une lettre, un courrier qui a été envoyé. Ce n'est pas un préavis de grève pour le moment. Donc quand vous avez envoyé ça, vous avez lancé, vous dites que vous allez gréver, on dit, venez, on va s'asseoir et discuter pour trouver la solution à ce problème de gratification. Vous dites que vous avez déjà lancé, vous maintenez. Les gens sortent, les beaux responsables sortent pour dire, voici les conséquences si vous le maintenez, parce qu'il y a les lois qui encadrent toute activité, manifestation ou autre. Vous n'avez pas respecté ça et vous voulez engager un bras de fer, alors que nous avons dit, venez, on va discuter. Mais le problème est très compliqué, va être compliqué, parce que je suis sûr que dans les tout prochains jours, il y aura des gens qui seront sanctionnés. Donc, que ces gens-là ne se disent pas que on a été contre, parce qu'il ne faut pas... Parce que si on doit aller en grève pour cette histoire de gratification, peut-être qu'on aurait des journées sans presse. C'est ça. On a vu ce qui s'est passé. Mais moi, il faut qu'on soit quand même responsable de ce que nous faisons. Je le dis, je ne peux pas comprendre que pour une question de prime, où les gens peuvent discuter, qu'on lance une grève. Est-ce que les gens, la question que je pose, les gens n'ont pas quelque chose derrière la tête. Tout ça là, nous sommes en train de donner quand même du grain à moudre au gouvernement qui estime que chaque fois lorsque nous revendiquons quelque chose, c'est parce que c'est lié à la politique, c'est lié à ci, c'est lié à ça. Non. On aurait pu rentrer en discussion pour cette histoire de prime, pour éviter cette grève. Et puis ce qui est un peu paradoxal, où je voudrais en venir, je vois certains sur les réseaux sociaux considérés comme des parents d'élèves qui s'enjaillissent, qui sont en joie parce que la grève a marché selon eux. Comment vous pouvez comprendre ça? Non.
Non, il faut comprendre qu'ils n'ont pas payé. Non, dans ce pays, moi, je ne sais pas ce que nous voulons, hein, en toute sincérité. Alors... On est trop passionné, c'est tout. C'est la passion. C'est pas ce que nous voulons. On fait trop de sensation. On ne disconvient pas. La grève, oui, c'est un droit. C'est un droit. Et la prime, c'est la prime dont il est question, on ne refuse pas. C'est une promesse. C'est une promesse. On ne refuse pas aux gens de la revendiquer. Mais s'il vous plaît, faisons-le dans les règles de l'art. Pour qu'on évite de nous étiqueter. C'est pas possible. Eh bien, nous allons terminer cette émission avec la une des journaux. Nous commençons avec le Mania libéré. Le Mania libéré qui revient sur le pass vaccinal dans le Grand Lomé. Pourquoi pas dans les autres régions? Mais là, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle dit oui. De Lomé à Saint-Cassé, on doit présenter le pass vaccinal. Le gouvernement finalement a cédé aux recommandations de la Cour constitutionnelle parce que c'est un avis. Le gouvernement avait envoyé un courrier pour demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a soulevé certaines exceptions pour dire que ça ne peut pas marcher ainsi. Il ne faut pas que, quand vous prenez une décision, elle soit contraire à la Constitution. Puisque la Cour constitutionnelle a pour veiller au respect de la Constitution. Et dès qu'il y a une loi qui ne va pas, qui va à l'encontre de la Constitution, la Cour constitutionnelle va réagir. Et c'est dans ce cadre que la Cour constitutionnelle réagit par rapport à la demande du gouvernement. Et finalement, le gouvernement est revenu pour reprendre une ordonnance et renvoyer à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a jugé maintenant acceptable cette réforme que le gouvernement a faite pour que au moins ça atteigne, même si à l'intérieur du pays, ce n'est pas comme à Lomé, il faudrait que ça couvre toute l'étendue du territoire. Et sur ça, on a pris en compte les recommandations de la Cour constitutionnelle qui disent de tenir compte aussi de l'état de santé de certaines personnes qui sont un peu vulnérables et qui ne peuvent pas aller se faire vacciner. Mais quand vous vous présentez dans des services, on ne voit pas ça, on dit carnet de vaccination. Non, là c'est maintenant que c'est accepté, donc il faudrait commencer ça, parce qu'il faut que le médecin vous donne une dispense. Votre médecin va vous donner une dispense qui va vous montrer que vous avez des problèmes et que vous ne pouvez pas faire la vaccination. Donc quand la Cour constitutionnelle décide, tout le monde doit se conformer à cela. Si tu n'as pas le pass vaccinal, c'est tellement que tu as une dispense de ton médecin bien signé, assermenté. Quand vous demandez, vous dites que non, voilà, moi je ne suis pas apte à le faire. C'est la loi qui m'autorise à ne pas le faire parce que j'ai déjà une dispense. Et ça va s'arrêter là. On ne peut pas continuer pour dire que tout le monde doit se faire vacciner. Et puis la vaccination depuis toujours n'a jamais été rendue obligatoire. Mais avec par rapport à ça, Anita, par rapport à la démarche du gouvernement et par rapport à la démarche de la Cour constitutionnelle, à la réforme de la Cour constitutionnelle, moi j'étais un peu étonné par rapport à la première démarche du gouvernement. Parce que vous aurez dû constater que la décision avait été prise d'interdire les gens d'avoir accès aux lieux publics avant que la lettre ou bien le gouvernement n'envoie une lettre de clarification à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle pour leur dire s'il faut le faire ou pas. Puis on avait déjà commencé par l'appliquer. C'est là où moi ça m'a un peu choqué. Sinon, en principe, on devait faire ça en amont, avant, c'est-à-dire que interroger la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle nous dise avant de pouvoir commencer. Et les gens, ça avait discriminé les gens. Parce que les gens allaient, on te demande la passe vaccinale ici, ça a causé beaucoup de tort aux gens. J'ai vu un élève, c'est une dame qui allait faire la carte d'identité nationale, arriver, on lui demande... Ah là... Oui, je vous assure, on lui demande que passe. En ce moment même, c'était même pas encore... Il n'avait même pas encore envoyé la demande de clarification au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais quand le gouvernement avait sorti la note, quand vous allez dans les commissariats... Et c'est la demande qui n'était pas bien. Lui, il est juriste, ce n'était pas bien. On devait le faire d'abord en amont, avant de commencer par l'appliquer. Les gens commençaient par l'appliquer, ça a fait du tort aux gens, avant de retourner, demander à la Cour constitutionnelle si c'était valable. Heureusement que la Cour constitutionnelle avait dit ce qu'il en est. Si vous voulez le faire, faites ça sur toute l'étendue du territoire, en tenant compte effectivement
l'état de santé de certains. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, mais je pense que au niveau du gouvernement, on est entouré de grands juristes qui sont là. Et il faudrait faire également les choses dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas qu'on laisse le champ libre aux gens de critiquer, d'accuser. Alors, je reste avec vous, Tchabouré, le messager qui parle de justice. Qu'est-ce qui fait courir tant le ministre Pius? Oui, la question que je vous renvoie. Hein. Justement, la question mérite d'être posée parce que vous aurez pu constater que depuis un certain temps, le ministre Pius sort par rapport à un certain nombre de pratiques qui sont faites dans le pays au niveau des magistrats, au niveau des juges et qui sont préjudiciables aux justiciables. Franchement, il faut le dire. Sur le fond, vous et moi, nous qui sommes ici, on ne peut pas le nier. Les faits sont là. Il y a les juges et les magistrats qui font des pratiques peu orthodoxes et qui ne rendent pas service aux justiciables. Ça, c'est tout à fait clair. Maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi c'est maintenant? N'oubliez pas que le ministre, le garde des Sceaux actuel, est à ce portefeuille depuis 2014. Mais, depuis 2014, les faits dont il est question, les faits qu'on dénonce aujourd'hui, elle sait depuis. La population crie. Dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de côtés, les gens crient, nous sommes exhortés par rapport à les juges, voilà ce qu'ils font. Mais on n'a rien dit jusqu'à ce jour. Peut-être qu'un de ses proches a été victime. Justement, maintenant, pourquoi on a attendu? Si nous sommes posés cette question, c'est par rapport à un fait. Abdoulaye Yahya a été nommé, qui est le président de la Cour suprême, il a été nommé président de la Cour suprême il y a combien de temps? C'est en décembre 2020, plus précisément le 2 décembre 2020. Et quand il a été nommé, il n'a pas tardé à dénoncer un certain nombre de faits. Et c'est quand il a commencé, et il a dénoncé dans les règles de l'art, il a dit des choses. C'est quand il a commencé qu'on a constaté que le ministre Pius aussi a commencé par envoyer des circulaires qui ont été d'ailleurs été critiquées dans le fond, et sur la forme, par un groupe de magistrats à ce jour. Donc c'est un bras de fer. Nous nous sommes posé cette question. Et quand vous suivez, parce qu'il y a plusieurs observateurs que nous avons approchés, les populations, qui ont dit des choses et qui se sont posés des questions. Et à cela, dans notre article, nous nous sommes également posé des questions. Est-ce que ce n'est pas que le ministre se reproche quelque chose? La question reste posée. Est-ce que cette dénonciation, est-ce que ce qui a été dit, est-ce que le ministre ne contribuerait pas peut-être, d'une manière ou d'une autre, à instaurer ce genre de pratique? Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Donc, voilà la réponse à notre question. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les observateurs et également la population qui le disent. Anita, si vous posez cette question, si vous demandez, parce que le monsieur, il est là-bas depuis 2014, jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Est-ce que ce qu'il dénonce aujourd'hui n'existait pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en principe, c'est lui l'exécutif. C'est lui qui a fait des propositions pour dire au gouvernement, voilà ce que j'ai constaté lorsque je suis arrivé jusqu'à ce jour. Est-ce que ne peut-on pas prendre une loi, voter une loi pour pouvoir faire arrêter ça? Non, il ne l'a pas fait jusqu'à 7 ans. Pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Je pense que cette question mérite d'être posée. Et quand vous allez chercher, vous allez trouver peut-être un certain nombre de faits. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la question. Et peut-être que... vous êtes juriste et je sais que cette question vous avait intéressé lors de votre mémoire, la préparation de votre mémoire et autres là. Parce que quand vous prenez, il a dit pourquoi c'est maintenant qu'il prend cette décision. Lui-même, magistrat, puisse un magistrat assermenté. Oui. On a les gens ont entendu parler de lui. Il m'a enseigné à l'école, lorsqu'on faisait le CAPA, certificat d'aptitude pour la profession d'avocat. Il m'a appris, je le connais très bien. Je ne sais pas si, peut-être que les constats qui sont faits par les uns les autres depuis un certain temps, parce qu'ils ne sont pas les premiers à sortir. Il y avait l'ancien président de la Cour suprême, Kamato, qui a fait cette dénonciation. Le président de la Cour constitutionnelle actuelle, Abdou Assouma, était sorti aussi pour dénoncer. Et des magistrats ont été sanctionnés par rapport à ça. Aujourd'hui, la sortie de Pius Aboutomé aussi, suite à celle de Abdoulaye Yahya, fait que ça est en train de bouger au niveau de la magistrature. Parce qu'il y a trop de désordre et de pagaille. C'est un travail
si depuis C'est ce 2014... qui aurait conduit à ces nominations. Si, oui, certainement. Si depuis 2014, il n'a pas, certainement qu'un travail était en train d'être fait à leur niveau, au niveau de la magistrature aussi. Et également, 7 ans, Abbas. Il y a oui, 7 ans. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est pour ça qu'il faut commencer quelque part. Et puis vous avez vu, Mais quand ça, il a commencé. sorti ça là, il a cité les articles 165, 215 du Code de procédure civile, qui font que ça donne l'autorisation au juge de prendre des décisions par ordonnance d'urgence. Mais quand vous prenez ces deux lois-là, au niveau de la cour, du tribunal de première instance et de la cour d'appel, c'est que ces juges-là en abusent. Et ils en abusent parce qu'on dit que vous pouvez prendre des décisions ou des ordonnances en urgence. Et c'est ce qui fait que quand ils sont en face d'une affaire, ils décident en même temps sans avoir écouté l'autre partie. Et quand ils donnent l'ordonnance, l'autre partie, la partie qui est venue les voir s'en va, elle met à exécution ce que le juge a décidé, sans que le juge ait eu le courage. Ou bien, il y a des jetons de table. N'oublie pas que, Abbas, n'oublie pas que je rappelle que l'enfant du ministre actuel, Peter Buitome, a été accusé par un de nos confrères. Vous vous rappelez, le confrère alternatif, qui disait que l'enfant était devenu un démarcheur. Mais le ministre n'a pas Alors, on va se terminer. Ouais, c'est pour cela que, par rapport à cette situation, par rapport à ces deux articles qui sont cités et que le syndicat, un des syndicats de magistrats recuse, c'est que il les a remis à note, il a expliqué en français facile pour que tout le monde comprenne. Nous avons repris ça. On a traité de ça en français facile. Quand vous voulez prendre une décision ou prendre une ordonnance et que c'est une seule personne qui vient vous voir, ayez l'amabilité aussi de convoquer la personne qu'on est en train de mettre en cause. Vous allez les entendre et trouver la solution. Sinon, on n'a pas de suspendre complètement les choses. Et de deux, il faut faire de telle sorte que quand vous êtes en face d'une situation et qu'on vient vous dire que d'aller expulser des gens comme ça, il faudrait que vous commettez un huissier. Le juge va commettre un huissier contraire à celui de l'autre pour aller vérifier les faits. Si mais il pouvait faire ça depuis. Si c'est réel. Pourquoi c'est maintenant? Maintenant, le problème du foncier là devient très récurrent. On va revenir à ce sujet. Tout le monde parle d'une bombe à retardement. C'est que c'est tellement que le chef de l'État actuellement est sur CNR en tant que garant de la paix et de la sécurité de la population, a dit il faut me voir cette situation. C'est pas certainement, c'est bien vrai. Merci à vous, Abbas Issaka Tchaboré. Merci. J'espère vous revoir jeudi prochain à partir de 10h. Je rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.